Autrefois, il y a bien longtemps, mes chers enfants, j'étais jeune et j'entendais souvent les gens se plaindre d'une importune petite vieille qui entrait par les fenêtres quand on l'avait chassée par les portes. Elle était si fine et si menue qu'on eût dit d'elle qu'elle flottait au lieu de marcher, et mes parents la comparaient à une petite fée. Les domestiques la détestaient et la renvoyaient à coups de plumeaux, mais on ne l'avait pas plutôt délogée d'une place qu'elle réapparaissait à une autre. Elle portait toujours une vilaine robe grise traînante et une sorte de voile que le moindre vent faisait voltiger autour de sa tête ébouriffée en mèches jaunâtres. À force d'être persécutée, elle me faisait pitié et je la laissais volontiers se reposer dans mon petit jardin. Je causais avec elle, mais sans en pouvoir tirer une parole qui eût le sens commun. Elle voulait toucher à tout, disant qu'elle ne faisait que du bien. On me reprochait de la tolérer, et quand je l'avais laissée s'approcher de moi, on m'envoyait laver et changer, en me menaçant de me donner le nom qu'elle portait. C'était un vilain nom que je redoutais beaucoup. Elle était si malpropre qu'on prétendait qu'elle couchait dans les balayures des maisons et des rues, et à cause de cela, on la nommait la fée Poussière. Pourquoi donc êtes-vous si poudreuse lui dis-je un jour qu'elle voulait m'embrasser. T'es une sotte de me craindre, répondit-elle alors d'un ton railleur. Tu m'appartiens et tu me ressembles plus que tu ne penses. Mais tu es une enfant esclave de l'ignorance, et je perdrai mon temps à te le démontrer. Voyons, repris-je, vous paraissez vouloir parler raison pour la première fois. Expliquez-moi vos paroles. Je ne puis te parler ici, répondit-elle. J'en ai trop long à te dire, et sitôt que je m'installe quelque part chez vous, on me balaie avec mépris. Mais si tu veux savoir qui je suis, appelle-moi par 3 fois cette nuit, aussitôt que tu seras endormi. Là-dessus, elle s'éloigna en poussant un grand éclat de rire, et il me sembla la voir se dissoudre et s'élever en grande traînée d'or, rougie par le soleil couchant. Le même soir, j'étais dans mon lit et je pensais à elle en commençant à sommeiller. J'ai rêvé tout cela, me disais-je. Ou bien cette petite vieille est une vraie folle. Comment me serait-il possible de l'appeler en dormant? Je m'endormis, et tout aussitôt je rêvais que je l'appelais. Je ne suis même pas sûr de n'avoir pas crié tout haut par 3 fois. À l'instant même, je fus transporté dans un immense jardin au milieu duquel s'élevait un palais enchanté. Et sur le seuil de cette merveilleuse demeure, une dame resplendissante de jeunesse et de beauté m'attendait dans de magnifiques habits de fête. Je courus à elle et elle m'embrassa en me disant: Eh bien, reconnais-tu à présent la fée Poussière? Non, pas du tout, madame, répondis-je. Et je pense que vous vous moquez de moi? Je ne me moque point, reprit-elle. Mais comme tu ne saurais comprendre mes paroles, je vais te faire assister à un spectacle qui te paraîtra étrange et que je rendrai aussi court que possible. Suis-moi. Elle me conduisit dans le plus bel endroit de sa résidence. C'était un petit lac limpide qui ressemblait à un diamant vert enchâssé dans un anneau de fleurs, et où se jouaient de poissons de toutes les nuances de l'orange et de la cornaline, des carpes de Chine couleur d'ambre, des cygnes blancs et noirs, des sarcelles exotiques vêtues de pierreries, et au fond de l'eau des coquillages de nacre et de pourpre, des salamandres aux vives couleurs et au panache dentelé, enfin tout un monde de merveilles vivantes glissant et plongeant sur un lit de sable argenté, où poussaient des herbes fines, plus fleuries et plus jolies les unes que les autres. Autour de ce vaste bassin s'arrondissait sur plusieurs rangs une colonnade de porphyre à chapiteaux d'albâtre. L'entablement, fait des minéraux les plus précieux, disparaissait presque sous les clématites, les jasmins, les glycines, les bryones et les chèvrefeuilles, où 1000 oiseaux faisaient leur nid. Des buissons de roses de toutes nuances et de tout parfum se miraient dans l'eau, ainsi que le fût, les colonnes et les belles statues de marbre placées sous les arcades. Au milieu du bassin jaillissait en 1000 fusées de diamants et de perles un jet d'eau qui retombait dans de colossales vasques de nacre. Le fond de l'amphithéâtre d'architecture s'ouvrait sur de riants parterres qu'ombrageaient des arbres géants couronnés de fleurs et de fruits, et dont les tiges enlacées de pampres formaient, au-delà de la colonnade de porphyre, une colonnade de verdure et de fleurs. La fée me fit asseoir avec elle au seuil d'une grotte d'où s'élançait une cascade mélodieuse et que tapissaient les beaux rubans de scolopendre et les velours de mousse fraîche diamantée de gouttes d'eau. Tout ce que tu vois là, me dit-elle,
est mon ouvrage. Tout cela est fait de poussière. C'est en secouant ma robe dans les nuages que j'ai fourni tous les matériaux de ce paradis. Mon ami, le feu, les avait lancés dans les airs, les a repris pour les recuire, les cristalliser ou les agglomérer après que mon serviteur le vent les a eus promenés dans l'humidité et dans l'électricité des nues et rabattus sur la terre. Ce grand plateau solidifié s'est revêtu alors de ma substance féconde, et la pluie en a fait des sables et des engrais, après en avoir fait des granites, des porphyres, des marbres, des métaux et des roches de toutes sortes. J'écoutais sans comprendre et je pensais que la fée continuait à me mystifier. Qu'elle eût pu faire de la terre avec de la poussière, passe encore. Mais qu'elle eût fait avec cela du marbre, des granites et d'autres minéraux, qu'en se secouant, elle aurait fait tomber du ciel, je n'en croyais rien. Je n'osais pas lui donner un démenti, mais je me retournai involontairement vers elle pour voir si elle disait sérieusement une pareille absurdité. Quelle fut ma surprise de ne plus la trouver derrière moi. Mais j'entendis sa voix qui partait de dessous terre et qui m'appelait. En même temps, je m'enfonçais sous terre aussi, sans pouvoir m'en défendre, et je me trouvais dans un lieu terrible où tout était feu et flamme. On m'avait parlé de l'enfer, je crus que c'était cela. Des lueurs rouges, bleues, vertes, blanches, violettes, tantôt livides, tantôt éblouissantes, remplaçaient le jour. Et si le soleil pénétrait en cet endroit, les vapeurs qui s'exhalaient de la fournaise le rendaient tout à fait invisible. Des bruits formidables, des sifflements aigus, des explosions, des éclats de tonnerre remplissaient cette caverne de nuages noirs où je me sentais enfermé. Au milieu de tout cela, j'apercevais la petite fée Poussière qui avait repris sa face terreuse et son sordide vêtement incolore. Elle allait et venait, travaillant, poussant, tassant, brassant, versant je ne sais quels acides, se livrant en un mot à des opérations incompréhensibles. N'aie pas peur, me cria-t-elle d'une voix qui dominait les bruits assourdissants de ce tartare. Tu es ici dans mon laboratoire. Ne connais-tu pas la chimie? Je n'en sais pas un mot, m'écriai-je, et je ne désire pas l'apprendre en un pareil endroit. Tu as voulu savoir. Il faut te résigner à regarder. Il est bien commode d'habiter la surface de la terre, de vivre avec les fleurs, les oiseaux et les animaux apprivoisés, de se baigner dans les eaux tranquilles, de manger des fruits savoureux en marchant sur des tapis de gazon et de marguerites. Tu t'es imaginé que la vie humaine avait subsisté de tout temps ainsi, dans des conditions bénies. Il est temps de t'aviser du commencement des choses et de la puissance de la fée poussière, ton aïeule, ta mère et ta nourrice. En parlant ainsi, la petite vieille me fit rouler avec elle au plus profond de l'abîme, à travers les flammes dévorantes, les explosions effroyables, les âcres fumées noires, les métaux en fusion, les laves aux vomissements hideux de toutes les terreurs de l'éruption volcanique. Voici mes fourneaux, me dit-elle, c'est le sous-sol où s'élaborent mes provisions. Tu vois, il fait bon ici pour un esprit débarrassé de cette carapace qu'on appelle un corps. Tu as laissé le tien dans ton lit et ton esprit seul est avec moi. Donc tu peux toucher et brasser la matière première. Tu ignores la chimie, tu ne sais pas encore de quoi cette matière est faite, ni par quelle opération mystérieuse ce qui apparaît ici sous l'aspect de corps solide provient d'un corps gazeux qui a, lui, dans l'espace, comme une nébuleuse et qui plus tard a brillé comme un soleil. Tu es une enfant. Je ne peux pas t'initier aux grands secrets de la création, et il se passera encore du temps avant que tes professeurs les sachent eux-mêmes. Mais je peux te faire voir les produits de mon art culinaire. Tout est ici un peu confus pour toi. Remontons d'un étage. Prends l'échelle. Suis-moi. Une échelle dont je ne pouvais apercevoir ni la base ni le faîte se présentait en effet devant nous. Je suivis la fée et me trouvai avec elle dans les ténèbres, mais je m'aperçus alors qu'elle était toute lumineuse et rayonnante comme un flambeau. Je vis donc des dépôts énormes d'une pâte rosée, des blocs d'un cristal blanchâtre et des lames immenses d'une matière vitreuse, noire et brillante que la fée se mit à écraser sous ses doigts. Puis elle pila le cristal en petits morceaux et mêla le tout avec la pâte rose, qu'elle porta sur ce qui lui plaisait d'appeler un feu doux. Quel plat faites-vous donc là? Lui demandai-je. Un plat très nécessaire à ta pauvre petite existence, répondit-elle. Je fais du granit, c'est-à-dire qu'avec la poussière, je fais la plus dure et la plus résistante des pierres.
Je fais aussi des mélanges variés de mêmes éléments. Voici ce qu'on t'a montré sous des noms barbares. Les gneiss, les quartzites, les talc-schistes, les micaschistes, etc. De tout cela, qui provient de mes poussières, je ferai plus tard d'autres poussières avec des éléments nouveaux, et ce seront alors des ardoises, des sables et des grès. Je suis habile et patiente, je pulvérise sans cesse pour réagglomérer. La base de tout gâteau n'est-elle pas la farine? Nous irons voir plus haut ce qui se passe. Si tu es fatigué, tu peux faire un somme, car il me faut un peu de temps pour cet ouvrage. Je perdis la notion du temps, et quand la fée m'éveilla, tu as dormi, me dit-elle, un joli nombre de siècles. Combien donc, madame la fée? Tu demanderas cela à tes professeurs, répondit-elle en ricanant. Reprenons l'échelle. Elle me fit monter plusieurs étages de divers dépôts où je la vis manipuler des rouilles de métaux dont elle fit du calcaire, des marbres, des argiles, des ardoises, des jaspes. Et comme je l'interrogeais sur l'origine des métaux, tu en veux savoir beaucoup, me dit-elle. Vos chercheurs peuvent expliquer beaucoup de phénomènes par l'eau et par le feu, mais peuvent-ils savoir ce qui se passe entre terre et ciel quand toutes mes pouzzolanes, lancées par le vent de l'abîme, ont formé des nuées solides, que les nuages d'eau ont roulé dans leurs tourbillons d'orage, que la foudre a pénétré de ces aimants mystérieux et que les vents supérieurs ont rabattu sur la surface terrestre en pluie torrentielle? C'est là l'origine des premiers dépôts. Tu vas assister à leur merveilleuse transformation. Nous montâmes plus haut et nous vîmes des craies, des marbres et des bancs de pierre calcaire, de quoi bâtir une ville aussi grande que le globe entier. Et comme j'étais émerveillé de ce qu'elle pouvait produire par l'agglomération, le métamorphisme et la cuisson, elle me dit: tout ceci n'est rien, et tu vas voir bien autre chose. Tu vas voir la vie déjà éclose au milieu de ces pierres. Elle s'approcha d'un bassin grand comme une mer, et y plongeant le bras, elle en retira d'abord des plantes étranges, puis des animaux plus étranges encore, qui étaient encore à moitié plantes, puis des êtres libres, indépendants les uns des autres, des coquillages vivants, puis enfin des poissons, qu'elle fit sauter en disant: voilà ce que Dame Poussière sait produire quand elle se dépose au fond des eaux, mais il y a mieux. Retourne-toi et regarde le rivage. Je me retournai. Le calcaire et tous ses composés, mêlés à la silice et à l'argile, avaient formé à leur surface une fine poussière brune et grasse où poussaient des plantes chevelues fort singulières. Voici la terre végétale, dit la fée. Attends un peu, tu verras pousser des arbres. En effet, je vis une végétation arborescente s'élever rapidement et se peupler de reptiles et d'insectes, tandis que sur le rivage s'agitaient des êtres inconnus qui me causèrent une véritable terreur. Ces animaux ne t'effraieront pas sur la terre de l'avenir, dit la fée. Elles sont destinées à l'engraisser de leurs dépouilles. Il n'y a pas encore ici d'hommes pour les craindre. Attendez, m'écriai-je, voici un luxe de monstres qui me scandalise. Voici votre terre qui appartient à ces dévorants qui vivent les uns des autres. Il vous fallait tous ces massacres et toutes ces stupidités pour nous faire un fumier? Je comprends qu'il ne soit pas bon à autre chose, mais je ne comprends pas une création si exubérante de formes animées pour rien faire et ne rien laisser qui vaille. L'engrais est quelque chose, si ce n'est pas tout, répondit la fée. Les conditions que celui-ci va créer seront propices à des êtres différents, qui se succéderont à ceux-ci, et qui disparaîtront à leur tour. Je sais cela. Je sais que la création se perfectionnera jusqu'à l'homme, du moins, on me l'a dit, et je le crois. Mais je ne m'étais pas encore représenté cela. Ces formes hideuses, ces amphibies gigantesques, ces crocodiles monstrueux et toutes ces bêtes rampantes ou nageantes qui ne semblent vivre que pour servir leurs dents et dévorer les autres. Mon indignation divertit beaucoup la fée poussière. La matière est la matière, répondit-elle. Elle est toujours logique dans ses opérations. L'esprit humain ne l'est pas, et tu en es la preuve, toi qui te nourris de charmants oiseaux et d'une foule de créatures plus belles et plus intelligentes que celles-ci. Est-ce à moi de t'apprendre qu'il n'y a point de production possible sans destruction permanente? Et veux-tu renverser l'ordre de la nature? Oui, je voudrais. Je voudrais que tout fût bien, dès le premier jour. Si la nature est une grande fée, elle pouvait bien se passer de tous ces essais abominables et faire un monde où nous serions des anges, vivant par l'esprit au sein d'une création immuable et toujours belle. La grande fée nature a de plus hautes visées, répondit Dame Poussière. Elle ne prétend pas s'arrêter aux choses que tu connais. Elle travaille et invente toujours. Pour elle, qui ne connaît pas la suspension de la vie, le repos, serait la mort.
Si les choses ne changeaient pas, l'œuvre du roi des génies serait terminée et ce roi, qui est l'activité incessante et suprême, finirait avec son œuvre. Le monde où tu vis et où tu vas retourner tout à l'heure quand ta vision du passé se dissipera, ce monde de l'homme que tu crois meilleur que celui des animaux anciens, ce monde dont tu n'es pourtant pas satisfait, puisque tu voudrais y vivre éternellement à l'état de pur esprit, cette pauvre planète encore enfant est destinée à se transformer indéfiniment. L'avenir fera de vous tous et de vous toutes faibles créatures humaines, des fées et des génies qui posséderont la science, la raison et la bonté. Vois ce que je te fais voir, et sache que ces premières ébauches de la vie, résumées dans l'instinct, sont plus près de toi que tu ne l'es de ce que sera, un jour, le règne de l'esprit sur la terre que tu habites. Les occupants de ce monde futur seront alors en droit de te mépriser aussi profondément que tu méprises aujourd'hui le monde des grands sans rien. À la bonne heure, répondis-je. Si tout ce que je vois du passé doit me faire aimer l'avenir, continuons à voir du nouveau. Et surtout, reprit la fée, ne le méprisons pas trop ce passé, afin de ne pas commettre l'ingratitude de mépriser le présent. Quand le grand esprit de la vie se sert des matériaux que je lui fournis, il fait des merveilles dès le premier jour. Regarde, les yeux de ces prétendus monstres que vos savants ont nommés l'Ichthyosaure. Ils sont plus gros que ma tête et me font peur. Ils sont très supérieurs aux tiens. Ils sont à la fois myopes et presbytes à volonté. Ils voient la proie à des distances considérables, comme avec un télescope, et quand elle est tout près, par un simple changement de fonction, ils la voient parfaitement à sa véritable distance, sans avoir besoin de lunettes. À ce moment de la création, la nature n'a qu'un but, faire un animal pensant. Elle lui donne des organes merveilleusement appropriés à ses besoins. C'est un joli commencement. N'en es-tu pas frappé? Il en sera ainsi, et de mieux en mieux, de tous les êtres qui vont se succéder à ceux-ci. Ceux qui te paraîtront pauvres, laids ou chétifs seront encore des prodiges d'adaptation au milieu où ils devront se manifester. Et comme ceux-ci, ils ne songeront pourtant qu'à se nourrir. À quoi veux-tu qu'ils songent? La terre n'éprouve pas le besoin d'être admirée. Le ciel subsistera aujourd'hui et toujours sans que les aspirations et les prières des créatures ajoutent rien à son éclat et à la majesté de ses lois. La fée de ta petite planète connaît la grande cause, n'en doute pas. Mais si elle est chargée de faire un être qui pressente ou devine cette cause, elle est soumise à la loi du temps, cette chose dont vous ne pouvez pas vous rendre compte parce que vous vivez trop peu pour en apprécier les opérations. Vous les croyez lentes, et elles sont d'une rapidité foudroyante. Je vais affranchir ton esprit de son infirmité et faire passer devant toi les résultats de siècles innombrables. Regarde, et n'ergote plus. Mets à profit ma complaisance pour toi. Je sentis que la fée avait raison, et je regardais de tous mes yeux la succession des aspects de la terre. Je vis naître et mourir des végétaux et des animaux de plus en plus ingénieux par l'instinct et de plus en plus agréables ou imposants par la forme. À mesure que le sol s'embellissait de productions plus ressemblantes à celles de nos jours, les habitants de ce grand jardin que de grands accidents transformaient sans cesse me parurent moins avides pour eux-mêmes et plus soucieux de leur progéniture. Je les vis construire des demeures à l'usage de leur famille et montrer de l'attachement pour leur localité, si bien que de moment en moment, je voyais s'évanouir un monde et surgir un monde nouveau, comme les actes d'une féerie. Repose-toi, me dit la fée, car tu viens de parcourir beaucoup de milliers de siècles sans t'en douter, et monsieur l'homme va naître à son tour, quand le règne de monsieur le singe sera accompli. Je me rendormis, écrasé de fatigue, et quand je m'éveillai, je me trouvai au milieu d'un grand bal dans le palais de la fée, redevenue jeune, belle et parée. Tu vois toutes ces belles choses et tout ce beau monde, me dit-elle. Eh bien, mon enfant, poussière que tout cela. Ces parois de porphyre et de marbre, c'est de la poussière de molécules pétries et cuites à point. Ces murailles de pierre taillées, c'est de la poussière de chaux ou de granit amenée à bien par les mêmes procédés. Ces lustres et ces cristaux, c'est du sable, fin, cuit par la main des hommes en imitation du travail de la nature. Ces porcelaines et ces faïences, c'est de la poudre de feldspath, le kaolin, dont le chinois nous en a fait trouver l'emploi. Ces diamants qui parlent les danseuses, c'est de la poudre de charbon qui s'est cristallisée. Ces perles, c'est le phosphate de chaux que l'huître suinte dans sa coquille.
L'or et tous les métaux n'ont pas d'autres origines que l'assemblage bien tassé, bien manipulé, bien fondu, bien chauffé et bien refroidi de molécules infinitésimales. Ces beaux végétaux, ces roses couleur de chair, ces lys tachetés sont nés de la poussière que je leur ai préparée. Et ces gens qui dansent et sourient au son des instruments, ces vivants par excellence qu'on appelle des personnes, eux aussi, ne t'en déplaise, sont nés de moi et retourneront à moi. Comme elle disait cela, la fête et le palais disparurent. Je me trouvai avec la fée dans un champ où il poussait du blé. Elle se baissa et ramassa une pierre où il y avait un coquillage incrusté. Voilà, me dit-elle, à l'état fossile. Un être que je t'ai montré vivant aux premiers âges de la vie. Qu'est-ce que c'est à présent? Du phosphate de chaux. On le réduit en poussière et on en fait de l'engrais pour les terres trop siliceuses. Tu vois, l'homme commence à s'aviser d'une chose, c'est que le seul maître à étudier, c'est la nature. Elle écrasa sous ses doigts le fossile et en sema la poudre sur le sol cultivé en disant: Ceci rentre dans ma cuisine. Je sème la destruction pour faire pousser le germe. Il en est ainsi de toutes les poussières, qu'elles aient été plantes, animaux ou personnes. Elles sont la mort après avoir été la vie. Et cela n'a rien de triste, puisqu'elle recommence toujours, grâce à moi, à être la vie après avoir été la mort. Adieu. Je veux que tu gardes un souvenir de moi. Tu admires beaucoup ma robe de bal? En voici un petit morceau que tu examineras à loisir. Tout disparut. Et quand j'ouvris les yeux, je me retrouvai dans mon lit. Le soleil était levé et m'envoyait un beau rayon. Je regardais le bout d'étoffe que la fée m'avait mis dans la main. Ce n'était qu'un petit tas de fine poussière. Mais mon esprit était encore sous le charme du rêve et il communiqua avec mes sens le pouvoir de distinguer les moindres atomes de cette poussière. Je fus émerveillé. Il y avait de tout, de l'air, de l'eau, du soleil, de l'or, des diamants, de la cendre, du pollen de fleurs, des coquillages, des perles, de la poussière d'ailes, de papillons, du fil, de la cire, du fer, du bois et beaucoup de cadavres microscopiques. Mais au milieu de ces mélanges de débris imperceptibles, je vis fermenter je ne sais quelle vie, d'êtres insaisissables, qui paraissaient chercher à se fixer quelque part pour éclore ou pour se transformer, et qui se fondirent en nuages d'or dans le rayon rose du soleil levant.